Voilà, bonjour à tous pour ce premier cours en classe virtuelle, en vidéo virtuelle. Eh ben, je vais reprendre un petit peu en amont pour que tout le monde ait bien les mêmes informations. Donc, on est sur le chapitre 6 qui va parler de diplôme, emploi et salaire. Comme vous pouvez le voir donc dans ce qui s'affiche à l'écran, on va se poser donc la question de la relation entre diplôme, emploi et salaire. Alors le programme officiel veut que, on traite ça en se posant d'abord la question de comprendre, en quoi la poursuite d'études est un investissement en capital humain et que donc on va, regarder la rentabilité de cet investissement. Et cette rentabilité, elle s'apprécie en termes de salaire, que l'on peut, envisager d'obtenir plus tard, en tant qu'aussi, qu'accès à l'emploi. Et éventuellement aussi de réalisation de ses capacités. Donc ça, c'est un mot qu'on étudiera un petit peu, plus tard. Ça on verra aussi que le manque de qualification est une cause du chômage. Alors là, la difficulté, ça sera de comprendre que, la qualification, ça n'est pas le diplôme. Que la qualification, c'est pas mal d'autres choses, que le diplôme, à la limite, peut avoir un petit rôle dans la qualification, mais que, la qualification vient d'un tas d'autres phénomènes comme l'expérience, comme, le type d'entreprise dans laquelle vous vous retrouvez et cetera. Et donc votre diplôme n'est qu'une toute petite explication. À la limite, c'est quelque chose de, nécessaire, mais absolument non suffisant pour, obtenir une qualification. Donc on verra d'abord que la qualification, bah, ça protège du chômage, mais on verra aussi un peu plus tard que la qualification, ça détermine le salaire. Alors justement, le salaire est déterminé, entre autres par le niveau de formation, c'est une autre chose que l'on verra, mais on va voir que justement le salaire dépend aussi de pas mal d'autres facteurs et c'est ces facteurs-là que l'on détaillera. Alors justement, parmi les autres facteurs, on verra qu'à diplôme égal, bah, le salaire peut varier, en fonction par exemple de l'expérience, hein, donc de la qualification quelque part, on verra, du type d'entreprise aussi. C'est-à-dire qu'à qualification, a priori égale, eh bien, si vous êtes dans une grande entreprise, potentiellement, vous aurez peut-être de meilleurs salaires que si vous êtes dans des petites, entreprises. On verra aussi que ça peut varier en fonction du genre, donc ça, c'est un vrai problème de notre société aujourd'hui, hein, à qualification égale, à expérience égale, même, une fois les enfants, et cetera passés et cetera, eh bien, il demeure une différence, de salaire entre les hommes et les femmes qui ne s'explique pas du tout par les performances, hein, qui s'explique, justement, malheureusement que par, des problèmes liés à des stéréotypes de genre, en l'occurrence. Et enfin, on va comprendre que les chances d'accès aux formations diplômantes, parce que le diplôme joue quand même un rôle, on verra qu'on l'aura relativisé, mais on montrera aussi que les diplômes restent, importants. Et bah, on va voir que les chances d'accès aux diplômes, justement, aux formations diplômantes, beh, ne sont pas égales, pour tout le monde. Elles sont socialement différenciées, donc on verra quelques-uns des éléments, qui font que, bah, selon le milieu social dans lequel on vit, au départ, dans lequel on est, eh bien, on n'a pas les mêmes chances d'aboutir à tel ou tel diplôme. Voilà, donc le plan général de, ce chapitre. Donc en gros, chaque partie, c'est 1 heure de votre temps, hein, une séance de travail. On y va. Grand 1, l'investissement en capital humain est-il rentable? Donc il faudra comprendre ce que ça veut dire que cette idée de capital humain et le diplôme, les études, c'est en quelque sorte un investissement. C'est-à-dire on va dépenser de l'argent, pour ça ou on va en tout cas renoncer à obtenir certains revenus immédiats pour ça, pour pouvoir se former et donc on va améliorer notre capital humain et on va essayer de voir si c'est rentable ou pas. En fait, pour être plus précis, on va voir dans quelle mesure ça peut être rentable. Alors tout d'abord, on verra ce que c'est que le capital humain, qu'est-ce que c'est que cette manière d'envisager les choses et on verra si c'est un investissement. En particulier dans la partie B, vous verrez, on se penchera sur, la notion de capacité. On y reviendra tout à l'heure. Là, j'ai cliqué, ça nous a fait sauter. Hop, on revient sur le sommaire. Voilà, donc tout d'abord, on verra, si le diplôme, c'est un investissement, rentable, les études, si c'est un investissement rentable ou non. Et on verra si c'est le seul facteur à prendre en compte si c'est la seule rentabilité économique qui est à prendre en compte, dans, le choix du diplôme. Ensuite, la qualification est-elle une réponse au chômage? Donc on apprendra à savoir ce que c'est que la qualification, comme j'ai dit.
et on verra s'il y a une corrélation. Vous vous souvenez, au début de l'année, on a vu ce terme de corrélation, hein, c'est que les 2 choses sont liées, mais est-ce qu'il y a une implication de l'un à l'autre? Ça c'est une autre question. Est-ce que c'est le chômage qui détermine les qualifications? Est-ce que c'est les qualifications qui, font qu'on est au chômage? Voilà, c'est faire attention, hein, quand on parle de corrélation, on va juste voir si est-ce que quand les gens sont peu qualifiés, ils sont plus au chômage? Et est-ce que quand ils sont plus au chômage, ils sont aussi, plus qualifiés? On va juste voir s'il y a, si les 2 chiffres évoluent, dans le même sens ou alors toujours dans des di dans, heu toujours ensemble, on va dire, voilà. Ensuite, les questions soulevées par le chômage, heu, donc on verra un petit justement les différentes implications, qu'il y a autour de cette question. Troisième séance, c'est censé être sur l'impact de la qualification et des diplômes sur les salaires, hein. Donc là, le cours d'avant, c'était les qualifications et le chômage. Là, ça va être la qualification, et les diplômes pris ensemble cette fois, donc la partie 1 et la partie 2. Quel impact sur les salaires? 4e séance, quels, autres facteurs, déterminent l'emploi et les salaires? Donc on va voir que le secteur et la taille de l'entreprise est un des facteurs importants. Puis on verra qu'il y a des facteurs sociaux et démographiques, comme, la ville où vous habitez, le lieu où vous habitez et cetera, qui vont rentrer en ligne de compte pour la détermination, de votre salaire et aussi, pour, vos chances, d'obtenir un emploi. Et enfin, quel déterminisme pèse sur l'accès au diplôme? Donc là, on verra, est-ce que tout le monde a finalement accès de manière égale au diplôme? Parce qu'on aura un peu relativisé les diplômes, mais en plus, on va voir que, bah, tout le monde n'a pas accès au diplôme de manière, très égale et on verra en l'occurrence, les questions liées, au milieu social dans un sens et puis les questions de genre. Voilà. OK, on reprend avec les maintenant que j'ai fait cette trop longue introduction, comme d'habitude, hein, vous avez l'habitude maintenant. On reprend, avec l'introduction. Alors, je vous laisse revoir la petite vidéo, de Pauline. Vous pouvez aussi voir celle de Bietto. J'espère que vous voyez bien le curseur, hein, je voudrais le grossir un petit peu, mais malheureusement, c'est pas possible. Sur cette application-là, je ne sais pas encore comment faire. Alors voilà, donc vous pouvez revoir la vidéo de Bietto ici, ou alors voir celle de Pauline, heu, qui est, celle que l'on a vue normalement en classe pour ceux qui, ont pu la voir en classe. Donc revoyez surtout celle de Pauline, c'est la plus intéressante, vous pouvez l'accélérer un petit peu, mais elle vous apprend plein de choses sur l'ensemble du chapitre. Alors vous vous rappelez peut-être, pour ceux qui étaient en classe, qu'on a commenté ces chiffres, je refais donc rapidement le commentaire. On a vu ce premier chiffre, 94 de jeunes diplômés bac+5 qui ont occupé un premier emploi. 1 an après leur diplôme. A priori, c'était une bonne, nouvelle, mais en regardant de plus près, on se rend compte que, donc ces diplômés de bac+5, donc c'est les élèves qui ont un master ou un diplôme d'ingénieur, ça nous dit qu'ils ont occupé un premier emploi. Par contre, ça ne nous dit rien sur le type d'emploi. Est-ce que c'est un emploi qui correspond à leur diplôme? Est-ce que c'est un emploi qualifié, non qualifié? Est-ce que c'est un emploi d'une semaine? Est-ce que c'était un emploi ou un CDI, donc à durée indéterminée? Est-ce que c'est un emploi à temps plein, à temps partiel? On ne sait pas. Donc voilà, c'est un chiffre de fait qui ne qui a ses limites. Ensuite, si je passe sur la partie, juste à droite, le contrat de travail des jeunes diplômés à bac+5. Je vais faire avec ça, même s'il faudra que j'efface les choses au fur et à mesure. Hop, tac, on va modifier les propriétés. Donc, faudra que je mette couleur de fond, donc aucune couleur. Et couleur de l'encadrement, on va se mettre un petit truc jaune. Voilà, comme ça. Voilà, ça me permettra de vous de montrer de quoi je parle au fur et à mesure. Voilà, donc le contrat de travail donc des jeunes diplômés à bac+5. Eh bien, on regarde donc des jeunes diplômés cette fois, on est bien chez des jeunes, qui ont un bac+5, un master et quel type de contrat de travail ils ont. Alors, vous remarquez ici qu'il y a je sais pas, il y a une erreur sur le graphique, choisi vu qu'on nous dit qu'il y a 62 en CDI. Or là, le graphique, vous voyez qu'il correspond à rien vu que, 62 ça devrait nous amener, normalement à quelque chose comme ça quoi, voilà, peut-être, c'est un peu plus de la moitié, vous voyez? La moitié serait là, ça ferait toutes ces zones-là, la moitié devrait être là, donc 62 on devrait être ici. Donc là, ici, je ne sais pas ce qu'ils ont foutu, il y a une erreur, ça c'est, une bêtise, heu, que j'avais moi-même pas vue au départ. Merci donc à l'élève qui nous a fait remarquer ça. Voilà donc on voit que
une fois ce petit détail, passé, mais soit dit en passant, soyez très vigilants à ça parce que vous verrez très souvent dans des journaux télévisés ou parfois même dans des magazines, il y a ce genre, d'erreurs qui sont plus ou moins intentionnelles, hein, souvent c'est vraiment des erreurs, mais parfois c'est malheureusement fait, pour vous tromper, et là vous voyez que ça nous donne une impression il se passait voilà, il y a un gros camembert, il s'est passé plein de choses et en fait vous voyez que la le chiffre justement est à relativiser, c'est pas exactement ça. Je pense que le camembert, en fait, ici, représente, justement les pourcentages chez le reste de la population. En fait, dans la population française prise dans son ensemble. Pourquoi? On voit que le CDI, chez les jeunes, c'est seulement 62 des jeunes qui sont en CDI, donc ça correspond, hop, jusqu'au petit trait qui est là. Or, dans la population française, le reste de la population française, c'est à plus de 80 qu'on est en CDI et vous voyez que là, ça correspond, on est un peu plus des 3/4. Donc 80 de la population est en CDI. Voilà. Donc on voit que les jeunes sont, beaucoup moins en CDI, en contrat à durée indéterminée, c'est-à-dire qu'indéterminé, la fin du contrat n'est pas fixée, hein, ça peut durer jusqu'à la retraite ou jusqu'à ce que, soit l'employeur, décide de licencier le salarié, soit le salarié décide de démissionner, de changer d'emploi. Voilà. Donc on voit que les jeunes sont beaucoup moins en CDI, c'est-à-dire qu'ils ont des emplois beaucoup plus précaires. Donc parmi les emplois précaires, on va parler des CDD, contrats à durée déterminée. Alors ça nous dit pas grand-chose, hein, ça nous dit juste que c'est des contrats dont la fin est prévue, mais ça peut être des contrats d'un jour, d'une semaine, d'un mois, de 6 mois, jusqu'à 2 ans maximum. Et ça peut être renouvelé une fois, normalement. Après, il y a d'autres dérogations. Mais normalement, on ne peut pas cumuler trop de CDD, en tout cas pas dans n'importe quelle condition. Voilà donc un CDD, on voit que les jeunes sont beaucoup plus en CDD, que les jeunes bac+5, hein. Donc c'est pas, normalement des jeunes, qui sont là pour faire un petit job d'été, hein. Ça, c'est des jobs, ils ont fini leurs études et donc ils cherchent un vrai emploi là, un emploi, normal et malgré tout, ils se restent en CDD, dans 30 des cas et on voit aussi qu'un certain nombre sont en intérim. Alors la petite différence CDD intérim, le CDD, et bah, votre employeur, celui chez qui vous avez le contrat, c'est aussi celle chez laquelle vous travaillez. C'est la même chose, hein, c'est le contrat c'est un contrat classique. Donc c'est vous travaillez chez la personne chez laquelle vous avez votre contrat de travail. Jusque-là, ça c'est normal. L'intérim, c'est un tout petit peu différent. Vous travaillez dans une entreprise, mais ça n'est pas chez elle que vous avez votre contrat de travail. Vous avez votre contrat de travail auprès d'une société d'intérim et donc la personne chez qui vous travaillez, quotidiennement, eh bien cette personne-là paye une facture à cette société d'intérim. Cette facture, la société d'intérim, eh bien une partie de l'argent de cette facture sert à financer la société d'intérim, une autre partie sert à financer votre salaire. Mais disons que ça permet de décharger en partie la personne chez qui vous travaillez, de tout ce qui concerne la gestion des ressources humaines. Voilà, ils ont, une partie qui est gérée par la société d'intérim. Voilà. Donc je clôt là-dessus, mais on voit que les jeunes sont un peu plus dans des contrats, de type, plus précaire. Passons au chiffre de 74 juste en dessous. Alors, donc ça on va supprimer, hop, voilà et les 74. Alors on nous dit que 74 des jeunes diplômés estiment que leur emploi correspond à leur niveau de qualification. Donc pareil, on peut se dire 3/4 des gens qui pensent que l'emploi qu'ils occupent correspond à leur qualification. Ça peut être vu comme quelque chose de positif, mais on peut aussi voir que 26 quand même des jeunes considèrent que l'emploi qu'ils ont, ne correspond pas à leur qualification, ce qui est quand même plutôt un chiffre, là qui est quand même inquiétant, hein, c'est pas extraordinaire. Qui plus est, dans les 74 on a aussi un problème, c'est que tous les jeunes diplômés ne travaillent pas forcément dans le milieu, pour lequel, ils ont acquis, un début de qualification avec leur diplôme. Ou alors, ils peuvent se rendre compte que leur diplôme ne les qualifie pas. D'accord? Et donc ça ne veut pas dire qu'ils ont un emploi ça ne veut pas dire que 74 des jeunes diplômés ont un emploi qualifié, loin de là. Donc vous pouvez tout à fait, avoir un diplôme, comme c'est le cas de Pauline en rénovation du bâti, en entretien du bâti, donc en patrimoine bâti, voilà, ou en histoire de l'art et pour autant travailler chez, Biocoop, ou à ramasser à faire la cueillette des fruits là, en agriculture comme elle a fait et pour ces 2 métiers-là, est-ce qu'elle était qualifiée pour ces métiers? Non. Cela dit, est-ce que son niveau de qualification correspondait à son emploi? Bah oui, elle était non qualifiée dans ces métiers-là et elle avait un emploi non qualifié. Donc ça correspondait.
Donc vous voyez que ce chiffre, pareil, est à, mettre, hem, est à relativiser. Alors quand je dis à relativiser, c'est juste qu'il faut justement faire attention que ces chiffres regroupent dans une seule catégorie des choses qui peuvent être très, très différentes. Donc ça ne veut pas dire qu'ils ne veulent rien dire, hein. Mais ce qu'ils disent est très, très précis. Mais justement est très précis quand on a compris qu'ils vont rassembler, des choses de nature peut-être assez différentes. C'est-à-dire que dans ces 74, on a des des personnes, bah, qui ont un emploi qualifié et qui correspond à leur diplôme. On a des personnes qui se retrouvent dans des emplois non qualifiés, mais parce qu'eux-mêmes sont non qualifiés. Et on a aussi les 26 de personnes qui sans doute, là ça doit être un peu plus homogène, il y a des chances, se pensent plus qualifiées que le métier, qu'ils exercent. Voilà, estiment ne pas être beaucoup plus qualifiés que le métier, qu'ils exercent. OK, passons maintenant donc, à l'avant-dernier, chiffre. On va finir par le chiffre des 30 000 et donc ici, qu'est-ce qu'on a? Pareil donc à camembert, celui-là est juste. Alors désolé pour le voilà. Celui-ci est juste dans sa forme. On voit que 93 des jeunes qui ont eu une formation en alternance se retrouvent en emploi. Donc je rappelle ce que c'est que l'alternance. L'alternance, c'est que quand vous faites vos études, au lieu d'être, 100 dans votre en train de faire, uniquement des cours théoriques, à l'IUT, à la fac, en école, privée, en école d'ingénieur, peu importe. Au lieu d'être 100 du temps, dans vos études, eh bien, vous êtes, par exemple 50 du temps en cours, pour faire des études et 50 du temps, dans une entreprise ou une administration, avec un contrat de travail normal où vous faites donc, vous appliquez, concrètement, enfin voilà, vous êtes en travail. Alors normalement vous êtes vous avec si vous avez de la chance, vous appliquez ce que vous avez vu en cours, mais parfois c'est des choses assez différentes. En tout cas, vous êtes déjà dans le concret du métier auquel vous vous préparez. Voilà. Et donc ça peut être une semaine, ça peut être un mois, donc un mois de cours, un mois en entreprise ou en administration et voilà, donc l'avantage, bah, c'est que ça vous permet d'avoir tout de suite une expérience et parfois de mettre en application, immédiatement une partie, des cours théoriques que vous voyez, à l'université. Donc de fait, c'est pas inintéressant. Bon, par contre, ça a aussi une charge ça induit une charge de travail un petit peu, supérieure et peut-être un approfondissement légèrement moindre des aspects, théoriques. Cela dit, ça permet aussi de développer un réseau dans l'entreprise où vous allez travailler. Donc on a déjà parlé de votre expérience et voilà, de l'expérience et un réseau et potentiellement, si vous êtes bien perçu par votre employeur et qu'il y a une opportunité, il n'est pas interdit que votre employeur transforme à l'issue de l'alternance, cette alternance en contrat, à durée, déterminée ou à durée indéterminée. Voilà et donc qu'est-ce qu'on constate? C'est que justement l'alternance, bah, semble être plutôt une protection contre le chômage, parce que l'on voit que seuls 7 des, personnes qui ont suivi, une formation en alternance se retrouvent au chômage, alors que le taux de chômage en France est au-dessus des 10, bien au-dessus des 10. Et particulièrement, alors là, c'est pas précisé si c'est les jeunes ou autres, donc c'est, l'alternance en général. Alors cela dit, il se trouve que c'est plutôt, un mode de formation, on va dire assez récent, donc ça concerne quand même plutôt c'est pas récent, mais qui est plus à la mode, on va dire, aujourd'hui. Donc ça on les personnes qui ont suivi une formation en alternance, c'est quand même plutôt des personnes qui ont, moins de 40 ans, d'accord? Donc ça reste et voire, des personnes de moins de 30 ans. Donc c'est quand même plutôt, ça décrit quand même plutôt des situations de personnes, plutôt jeunes et donc on voit que, quand on sait que chez les certaines catégories jeunes, le taux de sans-emploi est encore plus élevé, que dans le reste de la population et bien, là on voit que clairement l'alternance semble être, une bonne protection au chômage. D'accord? Alors voilà, avec des limites, hein, je le rappelle, c'est, si vous envisagez par exemple, je ne sais pas, d'être, chercheur, de faire, de la recherche, bah, a priori, il y a moins de chances que vous fassiez une formation en alternance. Vous allez plutôt être dans la formation théorique, 100. Par contre, si vous envisagez d'être, j'en sais rien, expert comptable, euh, par exemple, bah, une formation en alternance, ça peut être un petit peu mieux que une simple formation en gestion 100% théorique. Voilà. Pour terminer sur cette intro, ces chiffres d'intro, mais qui nous permettent de balayer plein, plein, plein de choses sur, eh bien, on avait ces 30 000 €.
Alors 30 000 €, qu'est-ce que ça voulait dire? Déjà, c'est un salaire annuel, ça veut dire que c'est pas le salaire mensuel, c'est celui qu'on touche, celui-là, sur un an, quand on cumule les 12 salaires, les 12 mois de salaire. Voilà. Ensuite, on précise que c'est un salaire brut. Donc le salaire brut, on se rappelle que ça veut dire qu'il y a dedans, il y a des cotisations sociales. C'est-à-dire que c'est pas exactement l'argent que l'on touche sur son compte en banque personnel. Ce que l'on touche sur son compte en banque personnel, c'est ce qu'on appelle le salaire net. Et le salaire net, dessus, on paiera aussi potentiellement des impôts selon le montant de nos salaires. Donc le salaire net ici, ça correspondra à peu près à 24 000 € de salaire net. D'accord? C'est à peu près 2 000 € par mois, c'est-à-dire là, c'est un enseignant, par exemple, en milieu de carrière. Voilà. C'est pas donc, c'est un salaire, c'est un petit peu en dessous du salaire, moyen, en France, qui est à peu près, à 2 200-2 300 € de mémoire. Et c'est en dessous, un peu au-dessus par contre du salaire médian qui est de, 1 700 € net, sachant que le salaire médian et ben là justement on nous parle d'un salaire annuel brut médian. Salaire médian, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est pas la moyenne, hein, c'est pas on a pris tout le monde, on a additionné les salaires de tout le monde et on a divisé par le nombre, de la population, c'est pas ça. Là, c'est un salaire où on a coupé en 2 la population. On a classé les gens selon leur salaire et on a coupé en 2. Et on sait que 50 de la population touche moins que ça. Mais on ne sait pas combien par contre, hein, peut-être qu'ils touchent, rien, voilà. Et 50 de la population touche plus. Et pareil, on ne sait pas s'ils touchent un petit peu plus ou beaucoup plus. On ne sait pas ça. Ça nous le dit pas. Par contre, ça nous donne quand même un indice qui est très intéressant, qui complète, bien et qui est peut-être même plus intéressant souvent que la moyenne. Voilà, parce que ça nous permet de savoir que 50 des gens touchent plus que ça, 50 des gens touchent moins que ça. Et c'est-à-dire qu'on sait qu'en France, là, 50 des personnes qui ont un diplôme, bac+5, bah, touchent moins que, 24 000 € net, dit, transformé en net, et 50 touchent plus, que 24 000 € net. Voilà. Et là, il y a un autre piège, c'est que ça peut paraître génial. Vous dites 24 000 €, bon, supposons que je tombe à peu près vers le milieu là. Je me dis, «C'est chouette, 24 000 €, peut-être que vous trouvez ça bien». Sauf que attention, et vous vous dites: «Voilà, je vais faire mes études, je sors de mes études et donc j'ai une chance sur 2 d'avoir un peu plus de 24 000 € ou j'ai une chance sur 2 d'avoir un peu moins de 24 000 €, mais globalement, on peut se dire: «Je vais peut-être pas tomber trop loin de ces 24 000 quoi». Sauf que c'est pas du tout ça que c'est en train de nous ce que ça nous dit. Là, c'est l'ensemble des bac+5. Ça nous parle de l'ensemble des bac+5. C'est-à-dire que dans ce chiffre médian, regroupe des gens qui sont en fin de carrière, qui ont, je sais pas, on va dire 64 ans, qui sont en fin de carrière, qui ont une carrière complète et cetera, qua de voilà, donc on met ensemble des gens qui ont ça avec potentiellement donc des salaires qui ont beaucoup progressé, avec des personnes qui au contraire sortent tout juste de leurs études, et qui sont bac+5 aussi. Et il y a fort à parier que dans ensuite si on faisait un détail plus précis de la répartition, eh bien, les 50 qui sont au-dessus, de ces, 30 000 € bruts, donc 24 000 annuels, bah, soient quand même plutôt des personnes en fin de carrière, plus âgées, et cetera. Et il y a fort à parier aussi que chez les jeunes, on ne soit pas à 24 000 €. Donc les salaires d'entrée sur le marché du travail ne sont pas forcément, des salaires extraordinaires, sauf dans certaines branches, très demandées, très spécifiques, et cetera. OK? Donc malheureusement, le bac+5, vous garantit pas, immédiatement des très bons salaires. Voilà, voilà. OK, bah, j'espère avoir déjà débrouillé quelques petites questions, sans vous avoir fait peur. Alors vous avez normalement revu la vidéo de Pauline. On va juste renoter quand même, donc si vous l'avez pas vue, bah, vous mettez pause, vous passez la regarder rapidement et on y va pour les réponses. Donc pour les réponses, je bascule, hop, ici. Voilà, comme ça les réponses sont affichées. Alors quels sont les atouts et les handicaps de ces diplômés? Donc Pauline, qu'est-ce qu'on a c'est Pauline et Bietto, mais là, je vais traiter que le cas de Pauline. On voit que Pauline, elle est particulièrement bien formée, elle a un profil d'étudiant sérieux, mais ce qui lui manque, c'est qu'elle a pas d'expérience. C'est essentiellement ça qui lui pose problème et son manque d'expérience fait qu'elle n'arrive pas à décrocher, quelques contrats et malgré son profil d'étudiant sérieux et malgré le fait qu'elle soit formée, l'autre problème que rencontre Pauline, c'est elle n'a pas réussi à avoir le concours. Mais je vous ai expliqué, ça ne veut pas dire que Pauline n'est pas bonne. Peut-être qu'elle est très, très bonne. Mais les concours ont cette particularité, c'est qu'une fois que si vous les réussissez, voilà, on va dire
les choses sont réglées pour vous, vous en êtes, sortis et vous allez pouvoir vous consacrer intégralement à votre métier, à votre métier. Alors le problème, c'est que les concours, sont, parfois très, sélectifs, c'est-à-dire que, par exemple, il peut n'y avoir qu'une dizaine de postes, alors qu'il y a 200 personnes qui vont se présenter au concours et donc, vous voyez que si on prend, 10 personnes sur les 200, eh bien, on va éliminer 190 personnes, mais parmi ces 190 personnes, il y a peut-être plus d'une centaine, je ne sais pas, c'est difficile à dire, mais ceux qui ont raté le concours peuvent être excellents dans leur domaine. D'accord? C'est pas ça ne dit pas, rien de la qualité, de ces personnes-là et malheureusement, bon, on peut le constater avec certains concours, ça peut être très, très, difficile, on élimine des gens qui sont, vraiment qui pourraient devenir des professionnels, de qualité, mais voilà, il y a que tant de postes d'ouverts, donc bah, pour les autres, et bien, il faut qu'ils repassent l'année d'après ou s'il y a d'autres postes qui sont réouverts, le concours à un autre moment, mais c'est, pas forcément évident et le fait qu'il y ait pas beaucoup de postes au concours ne veut pas forcément dire que ce sont pas des postes utiles aussi, d'accord? Par exemple, on pense sur la le cas du patrimoine, de l'entretien du patrimoine de Pauline. Alors certes, on a tous en tête, des, grands châteaux de la Loire ou, le patrimoine comme Versailles et cetera et on se dit: «En France, le patrimoine est plutôt, bien entretenu» et en fait, c'est pas si simple que ça. Il y a encore en France un immense potentiel, d'entretien du patrimoine qui est, pas forcément très, très bien exploité. Dans notre région, par exemple, j'avais, cité à certaines classes, bah, le cas de la ville de Grasse, hein, a quelques difficultés dans la gestion de son patrimoine avec notamment même des bâtiments qui deviennent, qui, sont devenus interdits au public, parce qu'ils présentent des dangers, considérables, et voilà, il y a pas mal de choses encore dans notre patrimoine qui, soit, de manière privée, soit de manière publique, pourraient être encore, géré de manière beaucoup plus active et voilà, il y a vraiment énormément, énormément de choses qui sont, on va dire sous-utilisées en termes de patrimoine. Donc par exemple, même dans le cadre de Pauline, c'était pas du tout bête, hein, son idée. Il y a vraiment, vraiment plein de choses à faire dans notre pays au niveau du patrimoine, plein de choses intéressantes à dire. Il y aura encore moyen de développer plein d'activités, autour de ça. Voilà, donc je ne détaille pas plus, mais il faut bien comprendre que, il y a une nuance entre l'utilité, les besoins d'un côté, qui peuvent exister et les possibilités de financement, les lignes de budget ouverts, en face, qui peut faire qu'il peut ne pas y avoir, de budget. Je vous donne un exemple autre, hein, vous pensez au spatial, on va prendre le cas du spatial, et bien, si vous étiez dans les années 80, le spatial était en pleine explosion, et donc il y avait beaucoup, beaucoup de postes, ouverts, beaucoup d'opportunités. Alors que dans les années, 2000, il y a eu un creux. Au tout début des années 2000, il y a eu vraiment un creux. L'année, je crois que 2004 est l'année où il y a eu le moins de lancements, il y avait plus aucun projet pour la Lune, plus rien, il y avait quasiment plus rien, vraiment, un creux. Et donc si vous arrivez sur le marché du travail à ce moment-là, dans ce domaine-là, et ben, vous pouvez, ne pas réussir à bosser dans le spatial alors que vous étiez préparé pour ça, mais vous vous retrouvez à un moment où, bah, il y a plus de poste quoi, dans le privé, c'est pareil, hein, voilà. Quelles que soient vos capacités, vos qualités, hein, à vous. Voilà. Hem et à l'inverse, vous arriviez, bah, juste avant la crise du covid, là, à l'inverse, il y a une explosion du spatial, partout et donc là, c'est, potentiellement facile, d'y être beaucoup plus facile d'y être recruté et peut-être que même des personnes qui, autrefois auraient été, éliminées, là, vont réussir à rentrer dans le spatial. Voilà. Bon, alors là, il se trouve aussi qu'on a un vrai problème avec la crise du covid parce que, bah, clairement, ça crée des distorsions assez considérables, heu, pour les jeunes qui viennent de finir leurs études et ça pose, hem, de vrais soucis. Et vous voyez que ce que je veux dire par là, c'est que, au-delà de votre choix individuel, vous n'êtes pas maître de tout. Il y a aussi, des facteurs que vous ne pouvez pas maîtriser et qui peuvent faire qu'à un moment ou à un donné, bah, le pari que vous avez fait sur votre emploi, bah, paye ou ne paye pas. Voilà. Alors, ensuite, quelles difficultés rencontre-t-il? Ah oui, donc justement, j'ajoutais ça, ces 2 candidats ici, ils se retrouvent dans des professions qui, à ce moment-là, sont, plus ou moins saturées, d'accord? Mais, le truc quand vous faites votre choix d'études, hein, vous le faites, là en seconde, hein, pour certains d'entre vous, vous faites déjà votre choix. Or, vous allez peut-être terminer que dans 8 ans. Et alors d'ici 8 ans, il peut s'en passer des choses, hein, il peut s'en passer, et donc c'est difficile des fois de se projeter 8 ans à l'avance, heu
sur ces questions-là. Voilà, donc bien entendu, on essaie de vous essayez de soit vous avez une idée très claire de ce que vous voulez faire et vous foncez, vous mettez toutes les chances de votre côté, soit si vous avez pas d'idée, bah, faut essayer de trouver des parcours qui, vous ferment le moins de portes possible, vous permettent de rester le plus polyvalent, tout en gardant à l'esprit qu'il faudra bien, avoir en tête que, parmi les choses importantes, le diplôme ne suffira pas. Il faudra aussi développer un réseau, il faudra aussi de l'expérience, il faudra, voilà, ce genre de choses. Il faudra saisir des opportunités et donc il faut prendre en compte tout ça, et donc par exemple, regardez déjà autour de vous, quel est votre réseau? Est-ce que, au niveau de votre famille, au niveau des amis de la famille, au niveau, éventuellement quand vous serez un peu plus tard, des camarades, de classe et de et de formation, hein, des formations dans lesquelles vous allez être. S'il y en a si, il y en a un qui réussit à rentrer dans une boîte, peut-être, ben, qu'il vous permettra de savoir qu'il y a telle ou telle opportunité qui se présente et cetera et cetera. OK. Et pareil, si vous rentrez dans une boîte, bah, que vous arrivez à en faire, bénéficier des gens dont vous connaissez le sérieux, eh bien, en créant ce réseau, vous vous renforcez mutuellement et ça peut vous permettre, de régler, certaines choses de manière un peu plus efficace. Enfin, ça peut permettre de s'en sortir. Donc le réseau, par exemple, vraiment quelque chose d'important. Alors, quelles difficultés et en l'occurrence, je le redis, dans nos 2 exemples, que ce soit Bieto, qui en tant qu'Espagnol, bah, déjà arrive, n'a pas de réseau localement, et cetera, que ce soit Pauline, qui, se retrouve dans des secteurs où on est plutôt dans du recrutement public, donc où là, le réseau est moins important et qui plus est, n'a pas a priori, en tout cas, elle ne fait aucune mention de connaissances de personnes qui travailleraient dans ces secteurs-là. Bon voilà, Pauline, effectivement, s'est retrouvée, par exemple, embêtée au niveau du réseau. Alors quelles difficultés ils rencontrent? Eh bien justement, obtenir un entretien n'est pas facile, hein, pour eux. Il faut envoyer des CV, des lettres de motivation. On ne sait pas si c'est lu. Parfois, les lettres les restent sans réponse. On leur reproche même parfois d'être trop diplômés, hein, parce que, pour pouvoir se nourrir, bah, Pauline va faire des jobs alimentaires, mais sur les jobs alimentaires, on va la refuser parce qu'elle a un bac+5 donc pour faire la cueillette, des plantes ou pour faire, le, le supermarché ou je ne sais trop quoi d'autre, on peut lui dire: Heu, «Écoutez, vous êtes bac+5, vous n'allez pas rester, nous on va prendre plutôt des gens qui n'ont pas un bac+5 et au moins, on sait qu'ils vont être plus investis dans le travail vu qu'ils ont que ça, comme possibilité, et on sait qu'ils vont rester». Voilà, donc elle a dû cacher, heu, Pauline, son niveau de diplôme pour pouvoir trouver des petits boulots. Voilà, ensuite, pareil, elle signale le manque de suivi de l'université, hein. C'est l'université effectivement, hein, son job, c'est de faire, c'est d'organiser les diplômes, mais bien sûr, ils espèrent que leurs diplômés, auront un emploi, mais après, c'est plus leur problème, quoi. C'est plus leur problème, et donc ils vont pas, organiser, faire en sorte que les employeurs, recrutent, heu, voilà, c'est pas peut-être ça peut se faire de manière occasionnelle, mais c'est pas du tout le rôle de l'université et donc les jeunes qui se retrouvent, alors qu'on leur a vendu, avec, qu'ils auraient, tel ou tel, boulot, bah, voilà, là, il se trouve que peut-être ils auront rien et c'est l'université, elle a beau avoir promis des choses, bah, voilà, c'est plus son problème quoi, en quelque sorte. Pareil pour Pôle emploi, elle se plaint de la difficulté, hein, de Pôle emploi, changer en permanence de conseiller Pôle emploi, fait que, elle est difficilement accompagnée, et en tant que bac+5 en gros, il pense qu'elle est censée gérer de son côté toute seule. Et en fait, c'est pas si simple parce que justement, bah, elle n'arrive pas à trouver de son dans sa branche de métier et elle a bien besoin quand même de manger, Pauline. Voilà, donc elle vit aussi avec, des aides sociales, hein, donc le chômage ou le RSA. Donc le chômage, quand elle a pu travailler, elle a pu cumuler des droits au chômage, mais ces droits au chômage peuvent s'épuiser plus ou moins rapidement et quand vous êtes en dehors des droits au chômage, mais que vous avez plus de 25 ans, vous pouvez avoir droit au RSA qui est vraiment un minimum du minimum, hein, 400 €, 400-500 € avec lesquels, si vous arrivez déjà à payer le loyer, c'est énorme et enfin clairement vous vivez pas avec ça, hein, le seuil de pauvreté est au-dessus de 1 000 € en France. Donc avec 400 €, vous êtes à moins de la moitié du seuil de pauvreté, c'est-à-dire moins de la moitié du minimum déjà. Donc vous voyez bien qu'il y a un petit souci, quand vous êtes bloqué là-dedans. Alors les aides sociales, des petits boulots on a dit, qui permettent de faire face aux difficultés, mais ces petits boulots, c'est de l'expérience, mais c'est de l'expérience qui ne lui permet absolument pas de rentrer dans les métiers qu'elle souhaitait exercer.
Voilà, et donc son projet à long terme, elle n'arrive pas à le construire. Alors, décrocher un vrai emploi en CDI, ça prend des allures de parcours du combattant, en effet, pour toutes ces personnes, pour tous ces jeunes-là. La difficulté, c'est d'éviter de se retrouver dans des trappes, ce qu'on appelle des trappes à mauvais emploi ou à des trappes à emploi précaire, qui font que, comme vous n'avez de l'expérience que de là-dedans, vous n'arrivez jamais à, prendre un boulot, heu, qui sera en CDI, dans un truc qui vous intéresse et pour lequel, vous pourrez, démarrer une carrière. Et donc vous êtes, bloqué dans ces emplois-là et enfin, il y a un piège parce que de fait, vous êtes obligé de bosser là-dedans pour y vivre et en bossant là-dedans, vous pouvez pas, vous développer pour en sortir et cetera. Donc vous pouvez rester un peu bloqué dans certains métiers alimentaires. Voilà, et j'avais cité, hein, notamment alors, faut pas, peut-être je noircis un petit peu les choses, mais il faut rester à l'esprit qu'il y a quand même plein de gens qui s'en sortent aussi, hein, qui arrivent à passer les étapes, mais voilà, il faut être bien conscient des risques pour, éviter les problèmes aussi. Et attention, il faut être conscient des risques, pas pour être aveuglé par ces risques et ne voir que les risques, hein. Il faut être conscient pour les éviter, hein, bien sûr. Voilà, voilà, je reviens pas sur les chiffres, sur la partie sur les chiffres, vu que je me suis déjà pas mal prononcé. Vous pouvez noter, prendre quelques notes, là-dessus qui vous ont paru importantes. Vous notez ici ce qui vous est paru important, hein, dans ces zones-là, pour cette partie du cours. Voilà, donc on a vu quelle est la problématique, quelles sont les questions qu'on va se poser finalement dans tout ce chapitre. On se répète donc une dernière fois. Le diplôme, est-il une protection contre le chômage? C'est ce qu'on va regarder. Est-ce que le diplôme protège contre le chômage? Est-ce qu'il offre la garantie de choisir son métier? Est-ce que j'ai un diplôme, ça veut dire que je vais faire un métier? Bon, on a déjà un peu des éléments de réponse là, hein, mais heu, on va voir, que bien entendu, hein, un diplôme peut aider à choisir son métier, mais attention, un diplôme, c'est pas automatiquement, vous dit pas automatiquement que vous allez faire, tel ou tel métier. Enfin, quelle est la place du diplôme dans la rémunération? Donc cette fois, c'est le lien entre les diplômes et le salaire qu'on va obtenir. Chose qu'on va étudier juste après, vous allez voir. Enfin, la rémunération est-elle la seule chose à prendre en compte dans le choix d'un métier? Est-ce que, c'est la seule chose qui compte? On verra que non, ça compte beaucoup, bien sûr, mais clairement, vous n'allez pas choisir un métier que, parce qu'il est bien payé. Sinon vous allez peut-être tous finir, j'en sais rien, je vais dire n'importe quoi, mais, est-ce que vous avez tous envie de finir mercenaire, par exemple? Voilà, c'est peut-être un métier, bien payé. Pour autant, est-ce que c'est un métier, que, vous envisagez, de faire? Peut-être que ça vous intéresse pas. J'espère en tout cas que ça vous intéresse, pas des masses. Voilà, donc et à l'inverse, peut-être que vous allez, vouloir faire certains métiers, en sachant que peut-être c'est des métiers où, votre rémunération risque d'être plus difficile et voilà, vous n'aurez pas forcément tort, de faire ça. Peut-être que, heu ça peut valoir le coup. Alors voilà, c'est pas une opposition simple, hein, des fois on peut avoir, les 2 qui vont ensemble, c'est-à-dire qu'on fait un métier qu'on aime et en plus on arrive à être, correctement payé, dedans. Mais voilà, donc ce qu'il y a de certain, c'est que ça n'est pas que pour l'argent que l'on fait, on choisit de faire un métier et ça n'est pas non plus que pour la passion. Voilà, donc par exemple, là, je vais prendre la passion, mais vous verrez que c'est pas que ça. Ça peut être aussi, pour des tas de choses, hein. Par exemple, voilà, vous avez des métiers de la restauration, qui peuvent être, correctement payés, pour des gens qui ont par exemple, enfin ça peut être payé, correctement. En tout cas, il y a du boulot dans les métiers de la restauration. Or, c'est aussi un choix de vie. Ça veut dire que la restauration, vous travaillez le soir, vous travaillez, les vacances, vous travaillez les week-ends, et donc si vous envisagez une vie de famille, ah mince! Alors vous voyez bien que c'est pas que l'argent que vous allez prendre en compte, vous allez aussi prendre en compte d'autres facteurs, comme, l'intérêt pour le métier, la possibilité d'une vie de famille et cetera et cetera. OK. Enfin, dernière partie de nos questionnements, eh ben, on va voir que, au-delà de cette partie plutôt individuelle, cette partie plutôt choix individuel ou alors, heu, voilà, on va voir aussi qu'il y a des facteurs sociaux et on va voir que les inégalités économiques et sociales, qui existent donc dans nos sociétés, hein, elles-mêmes ont un impact considérable et pèsent sur l'accès au diplôme, déjà et donc indirectement aussi sur l'accès à l'emploi et sur les salaires. D'accord? Donc le programme ne vise au départ que le côté diplôme, mais on étendra ça légèrement aux inégalités d'emploi et de salaire. Voilà. Voilà pour cette première partie. Eh bien écoutez, je coupe ce premier enregistrement qui a déjà été bien long. C'est donc la première séance, et je vous dis à très bientôt pour la deuxième séance où on fera, le grand 1.